si on veut présenter, définir surtout Superman à des gens qui ne connaissent pas grand-chose, commençons un peu généralement là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah bah tout simplement que c'est le premier vrai super-héros de l'histoire de la bande dessinée. Avant lui, il y a des héros qui sont d'inspiration pulp, donc c'est des humains un peu plus normaux, qui ont juste plus grande capacité physique que d'autres, et qui décident de se faire justicier. Et arrive Superman en 1938, qui est le premier immigré venu d'une autre planète, et dont le soleil de notre système solaire, à qui le soleil de notre système solaire confère des pouvoirs hors du commun. D'où son nom, Superman. C'est le premier avec des super pouvoirs en fait. C'est ça, exactement, c'est le premier avec des super pouvoirs. Et qu'est-ce qui le différencie de tous les autres? Parce que c'était le premier, mais maintenant il y en a plein. C'est quoi? C'est le plus grand? C'est le meilleur? C'est probablement le plus fort. Il est quand même indestructible. On ne peut pas le tuer. Il est à l'épreuve d'à peu près tout, à part la kryptonite. Donc la kryptonite, c'est des morceaux de krypton qui ont... un bout de krypton explosé, qui est comme toute planète qui explose, les débris s'éparpillent dans l'espace et les morceaux de kryptonite vont toucher la Terre. Et Superman est donc sensible et allergique d'une certaine façon à la kryptonite de sa planète natale. Mais à part ça, peu de choses peuvent l'atteindre. Donc il est le plus fort, probablement tous les héros qu'on connaît. Et aussi un des plus iconiques, puisqu'il a d'une certaine façon défini pas mal de choses dans le genre. Voilà, défense d'idéaux comme la justice, principalement, l'héroïsme, la protection des faibles. Man of Steel, oui. Parlons du film, parce qu'on est quand même un peu là pour ça. Tout simplement déjà, qu'est-ce que tu en as pensé, en sachant que moi ce qui m'intéresse c'est ton point de vue plus rapport à la BD évidemment, oui. Plus que ses qualités cinématographiques ou ses défauts cinématographiques. Bah, ça va être vite vu en rapport à la bande dessinée. Alors en rapport à la bande dessinée, les libertés qui sont prises en termes d'adaptation, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus problématique ni de plus gênant. Quand un personnage comme Superman qui a 75 ans aujourd'hui, tu peux te dire que de toute façon, à travers les âges, il a eu de nombreuses interprétations, de nombreux reboots déjà, en papier, forme de papier. Et d'autant plus, sans que ce soit spécifiquement annoncé comme étant un reboot, comme on est aujourd'hui dans une ère d'auteur, chaque fois qu'un auteur arrive et qu'il prend en main le personnage, il essaye d'y apporter un peu de sa patte à lui. Donc quelque part, chaque fois qu'un nouvel auteur prend en main le personnage, c'est presque d'une certaine façon un reboot. Il essaye toujours d'apporter des petits trucs qui n'ont pas été faits auparavant ou les apporter différemment. Donc ce personnage-là, de toute façon, a eu différentes incarnations, entre guillemets incarnations, et il a déjà été redéfini il y a quelques années, après Crisis par John Byrne d'une certaine façon, un peu plus de 25 ans donc. Et aujourd'hui encore avec le reboot de DC qui a eu lieu il y a 1 an et demi, plus de ça maintenant, il y a 1 an et demi, je ne me rappelle plus. Bref. Non, on en est au numéro, ouais, il y a bientôt 2 ans je crois. Hein. C'est ça, oui, il y a bientôt 2 ans. Avec les reboots de chez DC, le reboot de DC, il a été redéfini de nouveau récemment, donc il y a 2 ans. Donc c'est plus vraiment le même Superman que celui qu'on connaissait auparavant. Donc tous ces trucs-là, toutes ces différences d'adaptation entre le format ciné et le format papier, c'est pas très gênant en soi, c'est pas vraiment le problème. En plus, sachant que tu changes de média, il y a des choses qui peuvent fonctionner en bande dessinée qui ne vont pas fonctionner au cinéma. Donc tu es obligé de faire différemment. Après, moi, s'il y a des critiques à émettre au niveau du film, c'est vraiment sur le film en
en lui-même, pas forcément en termes d'adaptation du personnage. Si, il y a un truc à dire en termes d'adaptation, mais c'est un peu spoiler. Non, mais c'est pas grave, on avertira les gens avec des panneaux et on balancera parce que je voudrais qu'on en cause. Et avant ça, je voulais savoir, alors, quels étaient est-ce qu'il y avait des comics spécifiques de Superman que tu retrouvais dans le film? Je sais que Mark Waid a déclaré qu'il avait l'impression de retrouver des bouts de Birthright. Oui, c'est le cas. Parce que je pense qu'il y a un peu, qu'ils ont pioché dans d'autres choses ou finalement c'est juste une espèce de mythologie globale et voilà. Non, il y a du Birthright un peu. Il y a le fait qu'au départ il vole pas. Ce qui est le Superman des origines, des premiers épisodes d'action comics, il ne volait pas, il bondissait en fait, il faisait des bonds gigantesques, par la suite il s'est mis à voler. Donc au début il vole pas, mais je pense qu'au début, dans le film il vole pas parce qu'il sait pas qu'il peut voler en fait. Donc effectivement dès qu'il est briefé par la conscience projetée de son papa, là il s'aperçoit qu'il peut voler, donc il se met à voler. Mais non, c'est assez global finalement, c'est la mythologie globale du personnage, entre guillemets la mythologie globale du personnage qu'on retrouve tous ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'il est à l'épreuve des balles, il a une vision calorifique, il peut voir à travers les objets, il vole, il n'est pas décoiffé dans l'action. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi j'ai l'impression qu'au final le film de Snyder respecte le personnage. Plus que comment dire, plus que le Batman de Nolan qui finalement est quasi inexistant dans ses propres films. Oui et non, parce qu'il y a quand même une erreur de lecture du personnage et c'est là qu'on va être peut-être un peu spoiler. Vas-y. Alors dans la scène de baston finale où il y a quand même, ça a peur du tout de le déranger de foutre complètement à sac Metropolis quoi. C'est-à-dire qu'il rentre dans des immeubles en se castagnant contre Zod, et ça ne le dérange pas le moins du monde manifestement. Et alors là aussi, un des problèmes du film, c'est que c'est un peu comme la baston d'Avengers, la fin d'Avengers, sauf que dans certaines scènes de cette baston finale dans Avengers, on voyait les héros s'évertuer à protéger la population. Là, d'une part, la population, on la voit plus. Je sais pas, elle semble avoir déserté la ville illico. Il n'y a pas l'air d'avoir de mort. Et lui, de toute façon, n'a pas l'air de se soucier du fait qu'il y ait des gens en danger. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, parce qu'on ne voit aucun mort. Donc on peut supposer qu'il n'y en a pas, et surtout son père lui dit qu'il peut sauver Lois Lane, il peut aussi tous les sauver. Donc on suppose qu'il les a tous sauvés, même si on ne le voit pas le faire. Donc la ville s'est instantanément désertée, a été instantanément désertée, et lui, il détruit la moitié de la ville en se prête-à-temps. C'est pas vraiment non plus ce que ferait le personnage, je pense, dans le comics. Tâcherait de veiller à la sécurité des habitants de Metropolis en premier, pour après effectivement aller au-devant du danger. Et la fin qui fait couler beaucoup d'encre numérique, c'est quand même pas le personnage quoi. Donc on peut spoiler. Hein. On peut spoiler. Superman, attention débranché. Si vous n'avez pas vu le film, vous n'avez pas vu le film, mademoiselle? Non. Donc bouchez-vous les oreilles, Superman ne tue pas. C'est aussi simple que ça. L'autre truc un peu trahisonesque, mais peut-être moindre, c'est la réécriture de sa relation avec Lois Lane. Ouais. Parce que... Je me demande encore ce que Lois Lane fait déjà dans tous les endroits où on la retrouve dans le film. Je me demande ce qu'elle fait là, et d'une façon générale, je me demande ce qu'elle fait dans le film, parce que c'est quand même un des personnages les plus mal écrits du film. Et tout ce qui est lié au Daily Planet et tout, je vois pas du tout ce que ça fout dans le film. Ça ne sert à rien en fait. Elle sert à rien. Elle fait des trucs, tu te demandes comment elle les fait. Quand elle arrive à le retrouver, mener son enquête et à retrouver Clark Kent, tu te demandes par quel miracle. Attention, on spoil encore, comment ça se fait, pourquoi elle se retrouve dans le vaisseau de Zod. Ouais, ça c'est la partie. Autant qu'elle arrive en Arctique, à proximité du vaisseau, elle y va pour un reportage. Mais les mecs vont quand même, sont des militaires, une base installée, ils fouillent depuis des mois, ils trouvent rien avec manifestement de la technologie. Enfin, il y a Hamilton qui a sûrement ramené du matos, des trucs. Et elle sort une nuit avec sa lampe de poche et ah tiens, j'ai trouvé. Ah ouais, pour des photos. Ouais.
Ah, voilà. Mais il a repéré le vaisseau, il savait où il est. Oui, ils l'ont repéré, mais... Il y a un tunnel, le tunnel c'est eux qui l'ont creusé ou c'est Superman? C'est pas très clair, mais à l'image, ça donne l'impression que c'est pas elle, en fait. Enfin, que en un claquement de doigts, elle tombe sur le truc. Oui. Mais de toute façon, ce vaisseau, c'est un peu un Deus Ex Machina quand même. Oh tiens, dis donc, il y a 18 000 ans, on avait envoyé des vaisseaux pour explorer l'univers, pour trouver des planètes habitables. Eh ben dis donc, il y en avait un qui était sur Terre. Comme par hasard, ça tombe assez bien. Ouais. Et pour la forme, on laisse un sarcophage ouvert. On sait jamais, ça peut toujours servir un sarcophage ouvert. Exactement, on s'est dit ça, et on s'est dit ça peut y avoir une lignée de semi-kryptoniens sur Terre. Ouais, une fille blonde, ou tu vois, ce genre de truc. Ouais, d'accord. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que finalement, le développement du film, c'est fait en même temps que le développement de New 52, enfin de New 52 chez DC. Et donc, moi au départ, quand ils ont commencé à parler de Superman, j'ai imaginé un truc, ils allaient reprendre le nouveau costume de la BD, ce genre de truc, et puis finalement, ils ont laissé à Goyer et à Snyder la liberté de faire ce qu'ils voulaient. C'est assez étrange comme choix. Ils auraient pu, typiquement, enfin le film aurait pu aider à vendre de la BD, non? Là, ils inventent un truc qui n'a pas de rapport. Enfin, pas de rapport. Ouais. Proportion gardée, mais voilà. Enfin, je sais pas. Accidentellement, le film va quand même vendre de la BD, mais ça reste, à mon avis, c'est toujours pareil, c'est assez anecdotique. Un titre Superman en format comics, vingtaine de pages avec deux agrafes qui les tiennent tout ensemble, donc un fascicule qui paraît mensuellement. Un titre Superman en VO, et donc la VO qu'on vend dans le monde entier, c'est-à-dire qu'à Paris, nous, à Arkham, on vend de la VO. Donc les chiffres de vente, dans le meilleur des cas, c'est 150 000, 200 000 exemplaires. Si tu prends toutes les traductions confondues et tout machin, et que tu es optimiste, tu dis que tu peux arriver à 1 million de lecteurs dans le monde. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Donc le film, le comics, ça n'a rien à voir. Et clairement, si jamais il y a autant de liberté prise au cinéma avec le matériau d'origine, c'est que de toute façon, d'emblée, on sait que le lecteur de comics ira voir le film, parce que ça adapte un univers qu'il lit, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas duquel il est familier. Et lui, il est acquis d'avance, ce qu'il faut viser. Quand tu as fait un film qui coûte, combien on a vu là, 225 millions de $, ouais. Tu fais un film qui coûte 225 millions de $, ce qu'il faut viser, c'est pas les 1 million de lecteurs dans le monde, quoi. C'est les centaines de millions d'autres qui lisent pas un seul titre Superman dans l'année. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Alors ça va vendre un peu de comics, oui, mais de toute façon, je pense que c'est pas fait pour ça. Justement, c'était ma question d'après. Quand un film de super-héros sort, est-ce que toi, tu gagnes des clients? J'ai une deuxième question par-dessus. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ses clients de lire en matière de Superman? Alors je gagne des clients, ouais, ça peut arriver, mais c'est pareil, c'est pas du tout... Je vais pas gagner du client régulier, quoi. Je vais gagner peut-être des gens qui vont sortir de la séance, qui vont se rappeler qu'ils avaient lu des titres Superman quand ils étaient petits, qui se rappellent que ça existe encore, qui vont venir en acheter un ou deux, une fois, voilà. On n'est même pas sûr qu'ils vont les lire derrière. Il y a un nombre assez impressionnant de bandes dessinées qui sont achetées, qui ne sont jamais lues. Enfin, de livres en général qui sont achetés, qui ne sont jamais lus, des bandes dessinées. Donc je vois pas pourquoi Superman échapperait à la règle. Alors après, oui, on peut pas dire que ça fasse pas de bien au comic book, tout ça, puisque c'est une sacrée vitrine, et donc il y a des gens effectivement qui peuvent se mettre à lire des comics. Mais le chiffre de ces gens-là, le nombre de ces gens-là, ouais, ça reste très très anecdotique. C'est très léger. Oui. Et donc le fameux client qui sort de la salle, qui se dit tiens, j'ai très envie de lire du Superman maintenant, qu'est-ce qu'il doit lire? C'est pas nécessaire de commencer avec Action Comics 1 de 1938. Alors si le client il veut, là comme par hasard nous avons quelques ouvrages, donc si le client veut faire un tour d'horizon de Superman et de la bande dessinée américaine, c'est-à-dire de comment elle s'écrit depuis 75 ans, et peut-être si ça l'intéresse d'en mesurer les évolutions, il peut lire une anthologie comme celle-ci, consacrée à Superman, éditée par Urban Comics, où on a le premier Action Comics et la toute première aventure de Superman, et on va jusqu'à des choses beaucoup plus récentes. Et on va traverser 75 ans d'histoire de Superman,
raison de, je sais pas moi, on va dire un ou deux épisodes par décennie, c'est-à-dire 15 récits. Donc oui, tu dois avoir 2 épisodes par décennie, quoi. Donc ça te permet d'une part de voir les différentes interprétations du personnage, d'autre part d'apprécier aussi comment a pu évoluer un genre en 75 ans. Ça peut paraître un peu académique. Ensuite, si tu veux vraiment te frotter au personnage, tu as notamment le fameux Birthright, qui s'appelle en français Les Origines, le truc de Marquand et New, qui est pareil, une histoire de Superman qui repart depuis le début. Et moi, ce que je conseillerais par-dessus toute chose, qui est probablement la plus belle histoire jamais écrite du personnage, c'est cet ouvrage de Grant Morrison et Frank Quitely, qui s'appelle donc All Star Superman, qui est complet en un volume, 12 chapitres, et qui contient tout ce que le film de Zack Snyder, Christopher Nolan et David S. Goyer échoue à faire. Voilà, là-dedans il y a de l'héroïsme, c'est solaire, il y a de l'émotion, parce que il faut bien le dire, dans le film de Snyder, il n'y a quand même pas un seul moment d'émotion. Enfin, les seuls petits moments d'émotion que moi j'ai pu ressentir, c'est Kevin Costner qui les procure, je trouve. Ouais, moi j'aime beaucoup son. Je trouve qu'il est très très bon, Jonathan Kent. Le signe de tête qu'il fait quand il dit à son fils de ne pas venir le sauver, il fait un petit signe de tête. Ouais. Il y a plus d'émotion dans ce signe de tête qu'il y en a dans les 2h20 du film. C'est hallucinant. Pourtant ils essayent, avec la musique d'Hans Zimmer qui n'arrête pas une seconde. Hallucinant, quoi. T'as pas une seconde de répit. Et il y a un mec qui a dû trouver la musique tellement bien qu'il a mis le volume à fond. Il s'est dit ouais, mortel, j'aime la musique, je vais mettre le volume à fond. Donc en plus il faudra abattre l'ingénieur du son parce qu'il fait un travail assez dégueulasse. Et tout échoue, quoi, en termes d'émotion dans Star Superman. Il y a des tentatives, mais ça ne marche pas. Et il n'y a que 2 acteurs qui sortent du lot, puisque j'en suis revenu à dire du mal du film. C'est donc Kevin Costner et Michael Shannon. Puisque pour le reste, je suis désolé, mais alors Lois Lane elle est insipide. Henry Cavill, il joue comme une patate, il faut bien le dire. Et j'ai peine à croire qu'il est anglais, parce que comme chacun sait, les meilleurs acteurs du monde sont anglais. Je vous laisserai discuter de ça entre vous, inutile de venir m'embêter. Mais et là, ils sont, enfin, je sais pas, ils jouent comme une patate. Alors c'est peut-être parce qu'on lui a donné des lignes de dialogue insipides, quoi. C'est quand même assez difficile de sortir un texte comme ça, mais bon, il n'y arrive pas. Et quant à Russell Crowe, il est comme la projection astrale de Jor-El, la projection de conscience de Jor-El, il n'est pas là. Russell Crowe, il s'en fout, il n'est pas là, et il a pris son chèque et il s'en fout, quoi. Il est inexistant. Voilà. Je crois que c'est peut-être le pire, c'est Russell Crowe. Donc les 2 seuls qui s'en sortent, c'est Michael Shannon et Kevin Costner, qu'on voit l'un et l'autre un quart d'heure chacun à peu près, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. J'ai une question pour finir et après c'est vrai, tout. On s'arrête parce que ça commence à faire. Ouais, ça va faire long, les gens vont décrocher. Désolé les gens, j'ai dit du mal en plus. Quelle est. Alors 2 questions en une du coup. Quelle est ta version de Superman à l'écran préférée? Donc tout confondu, jusqu'à la série de George Reeves, le dessin animé, tout ça. Version préférée de Superman, ouais, je sais pas. Peut-être les dessins animés, effectivement, le dessin animé qui se fait dans les années 40, qui est de Fleischer. Ouais, voilà, c'est génial, le dessin animé de Fleischer. Voilà, c'est super beau, c'est des belles histoires épiques et tout. C'est magnifique, hein, même aujourd'hui, ça se regarde encore très très bien, je trouve. Enfin, je veux dire, ça souffre pas la comparaison, ça ne pas rougir en comparaison de l'animation contemporaine. Après, bon, évidemment, mais c'est côté Madeleine de Proust. Il y a une certaine nostalgie du film avec Christopher Reeves, mais enfin les films de Richard Donner, mais c'est quand même un peu désuet ce film-là, bien le dire, quoi. T'as vu ça quand t'étais petit, et ça s'arrête là quand même, c'est tout. Pas juger, pas dire que c'est un grand film. Merci. Merci à toi Marc, salut.